Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. Aujourd'hui à mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Franck Salin d'Afrique.com, Vincent Jeu de l'Express et un invité spécial, Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre de Guinée et candidat malheureux à l'élection présidentielle de novembre 2010. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation pour évoquer sur ce plateau l'actualité de votre pays. Avant de passer la parole à mes confrères, une première réaction. Alpha Condé et deux autres chefs d'État sont les invités du G8 de Nicolas Sarkozy. C'est une manière pour le chef de l'État français de saluer l'espoir démocratique qu'incarnent ces trois dirigeants. Le citoyen guinéen que vous êtes est sans doute flatté, mais est-ce que le leader de l'opposition l'est autant? Flatté, non, mais je comprends que les nouveaux présidents fraîchement élus dans notre région soient invités parce que dans l'opinion, c'est vraiment un triomphe de la démocratie. Il y a eu des élections sans violence et des hommes ont été portés à la présidence de la République. Je ne suis pas flatté, mais je comprends. Hassan Diop. Oui, ils disent effectivement ces trois chefs d'État, Alassane Ouattara, l'Ivoirien, le Nigérien, Mamadou Issoufou et le Guinéen Alpha Condé sont d'abord les invités de Nicolas Sarkozy. Ce sont des chefs d'État francophones, donc ils sont considérés peu ou prou comme les bons élèves de la démocratie. Effectivement, vous ne serez peut-être pas tout à fait d'accord, tout au moins en ce qui concerne le président guinéen Alpha Condé, car Cellou Dalein Diallo, vous dites dans l'une de vos récentes interviews que son régime est plus synonyme de menace pour l'unité de la Guinée que d'avancée de renforcement de la démocratie. Et vous dénoncez, en étant tout à fait précis, vous dénoncez notamment les atteintes aux libertés politiques, y compris d'ailleurs à votre détriment. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement précisément de ce dont vous avez été victime depuis que le président Condé est aux affaires? Bien, je vais commencer par rappeler que j'ai décidé de me conformer à la décision de la Cour suprême de mon pays, qui a proclamé Alpha Condé président de la République de Guinée. Ceci dit, mes espoirs ont été déçus par les actes qu'Alpha Condé a posés depuis qu'il est à la tête de mon pays, par les propos qu'il tient, qui ne sont pas des propos et des actes de nature à renforcer l'unité nationale, à promouvoir l'état de droit et les libertés. Ça, je le déplore et moi-même, je suis une des victimes des dérives autoritaires du nouveau pouvoir, dans la mesure où, comme vous le savez, à l'occasion de mon retour en Guinée, après avoir passé 4 mois à l'extérieur, pour laisser au président nouvellement installé la possibilité, la liberté de s'affirmer, de s'exprimer, de poser les actes. À l'occasion de ce retour, j'ai été accueilli avec du gaz lacrymogène, avec des balles réelles. Et un de mes militants a été tué, 8 autres ont été blessés par balles et 70 personnes ont été arrêtées et ont été traduits devant les tribunaux. Et la plupart d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison ferme. Ça, je pense que c'était de l'autoritarisme, c'est un abus de pouvoir, dans la mesure où Alpha Condé lui-même, chaque fois qu'il est resté longtemps à l'extérieur et qu'il est revenu en Guinée, sous Conté, sous Dadi, sous Sekouba, il a fait l'objet d'accueil chaleureux, d'accueil enthousiaste par ses militants, et il a été accompagné avec des cortèges importants jusqu'à son domicile. Moi-même, j'étais habitué à ce genre d'accueil, et je ne vois pas pourquoi, au moment où on pense que la Guinée est en train de changer dans la bonne direction, que je fais l'objet de tant de... Mais qu'est-ce qui explique ces dérives, à votre avis? Qu'est-ce qui explique cette... Écoutez, je ne sais pas le dire, parce que moi, je disais que je me suis engagé en politique pour renforcer l'état de droit, pour promouvoir une réconciliation crédible entre les Guinéens, pour veiller à ce que les libertés, l'espace de liberté soit élargi. Et Alpha Condé, qui revendique 40 ans de combat pour les mêmes valeurs, lorsqu'il est au pouvoir, je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Juste avant de donner la parole de Denise, à propos de la justification des autorités, ils disent que les manifestations, les rassemblements sont interdites depuis donc l'élection du président Alpha Condé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors qu'est-ce qui manifestation sans autorisation. Manifestation sans autorisation. Alors qu'est-ce qui justifierait l'interdiction de manifestations sans autorisation au niveau politique, par exemple? Écoutez, je pense que les autorités
autorités ne sont pas fondées à interdire les manifestations. Nous ne sommes pas en état de guerre. Le droit de manifester, le droit de cortège, c'est des droits reconnus par l'article 10 de notre Constitution. Ce que nous avons fait, nous avons adressé des courriers aux mairies que devraient traverser nos cortèges pour leur indiquer qu'à l'occasion de mon retour, les militants souhaitaient me recevoir comme d'habitude. Les mairies n'ont pas cru devoir faire suite à nos correspondances. C'est le gouverneur de la ville qui n'a aucune compétence en la matière. Il faut le préciser parce qu'il y a les textes qui disent qu'il appartient aux communes de définir, d'autoriser, même pas d'autoriser, d'organiser les cortèges pour éviter qu'il y ait, par exemple, débordement. Nous avons écrit au maire de Dixine, au maire de Matoto et au maire de Ratoma qui étaient concernés par le truc. Les maires n'ont pas répondu. C'est le gouverneur qui répond. Et pour dire ceci, je le cite, Cellou Dalein est un simple citoyen. Ce retour dans le pays ne doit pas donner l'objet à une réception. Et donc toute réception est interdite. Vincent Hugeux. En parcourant la plupart des interviews que vous avez accordées dans les 3 mois écoulés, j'ai été frappé parce que je perçois, à tort ou à raison, comme une discordance entre les paroles et la musique. Je m'explique. Les paroles, c'est « je suis légaliste ». J'ai sauvé la Guinée de la guerre civile. J'admets que Alpha Condé est le président de la République guinéenne. Et la musique que j'entends, moi, c'est quelque chose d'un regret latent. C'est qu'au fond, notamment à la lumière de ce qui est advenu en Côte d'Ivoire, vous ne feriez peut-être pas la même chose aujourd'hui, puisque vous considérez qu'il y a eu fraude qui ont affecté le résultat et non pas l'ampleur de la victoire de votre adversaire. Donc est-ce qu'il n'y a pas chez vous, au fond, et chez vos militants, plus encore, une forme de regret par rapport à cette posture qui a été la vôtre? Non. Alors là, c'est un malentendu. Moi, je suis fier de la décision que j'ai prise, au nom de tous mes militants et qui l'ont acceptée dans leur écrasante majorité. Pour eux, c'était la bonne décision. Mieux, je suis sorti voir ces militants, notamment dans les pays limitrophes, pour leur dire pourquoi j'avais pris cette décision et je pense qu'elle était la bonne. Et les hommages qui m'ont été rendus par la communauté internationale, n'oubliez pas que le secrétaire général des Nations Unies m'a adressé un courrier pour rendre hommage à ma position, à mon acte. Et le président de la Commission de l'Union africaine également, qui a salué... L'Union africaine, le sommet de l'Union africaine, le sommet a fait une résolution pour me rendre hommage. Le dernier sommet de la CEDEAO a fait la même chose. M. Kofi Annan m'a invité à Genève pour me rendre hommage. Et le président Barack Obama, dans sa lettre aussi, a rendu hommage à mon action. Je suis fier de ces hommages. Je ne l'ai pas fait pour... je n'ai pas pris ma décision pour ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que je constate que l'espoir que j'avais, que Alpha Condé serait à même de promouvoir une politique de réconciliation crédible entre les Guinéens. Il ne fait qu'opposer les communautés les unes aux autres. Ça m'inquiète en tant que Guinéen, ça m'inquiète en tant que leader. Lui qui vous disait que sa priorité c'est la mise en place de l'état de droit. Il s'est livré à des violations répétées de la Constitution. On peut citer des exemples. Les maires, les conseils communaux de Conakry, il y a 3 dont les maires avaient refusé de soutenir un des candidats, qui ont observé une attitude de neutralité. Il a dissous les 3 communes de Kaloum, de Dixine et de Ratoma. Et il a mis en place des délégations spéciales composées de gens de son parti, des gens à sa dévolution. Parce qu'il prépare les législatives et il n'a aucun moyen d'emporter ces législatives s'il ne met pas en place un dispositif lui permettant de faire une fraude. Le RPG, sur l'échiquier politique, ne représentait que 18%. Avec l'État, les avantages, les ralliements, il peut progresser, mais il ne peut pas obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, par rapport à ça, il s'organise comme au 2e tour. Il ne voudra pas qu'il y ait l'élection tant qu'il ne sera pas prêt, tant qu'il n'aura pas mis en place justement un dispositif lui permettant Est-ce que tous les opposants sont sur la même longueur d'onde que vous aujourd'hui? Écoutez, il y a un certain nombre d'opposants avec lesquels je me suis retrouvé lorsque j'étais à Conakry. On a fait une déclaration. Il y a 19 partis, dont Sidia Touré, Abessila, le PIP, la NGR, la NFD. Nous avons fait une déclaration au terme de laquelle nous avons marqué notre opposition ferme à la reprise du recensement et au transfert des compétences et des prérogatives de la CENI au ministère de l'administration du territoire. Parce qu'aujourd'hui, la tendance du gouvernement, c'est de transférer ses compétences au ministère de l'administration du territoire. Vous vous souviendrez qu'entre les 2 tours, le RPG avait proposé justement ce transfert. Jean-Marie Doré avait déjà préparé une ordonnance.
Parce que comme on suppose que la CENI peut être indépendante, et si elle organise les élections, les chances du RPG aujourd'hui sont minces. Sont minces pour avoir une majorité. Et donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises ici, au nom de ceci et au nom de cela. Mais en fait, c'est pour gagner du temps, afin de permettre au RPG de s'organiser et pour essayer de frauder lors des élections. Franck Salin. Mais on a effectivement le sentiment que vous êtes toujours en embuscade. Les partisans du président ont dit qu'à un moment il y avait eu une main tendue que vous n'avez pas prise, et on entend les mêmes discours que pendant la campagne présidentielle, disant qu'il y a une volonté d'écarter les Peuls, qu'il y a en Guinée du côté de la présidence clair, tout sauf les Peuls. Tout sauf les Peuls. Est-ce que vous avez des éléments, j'ai entendu parler de cette affaire des importations du riz, par exemple, que le président a nié. Est-ce que vous avez des éléments qui montrent qu'aujourd'hui, les Peuls sont toujours les moutons noirs, ceux qui sont visés par la présidence? Écoutez, c'est un sujet délicat. En tant que leader politique, ayant pour ambition de rassembler et de réconcilier les Guinéens, il y a des exemples que je n'aime pas donner. Mais c'est une réalité. Il y a une tendance à exclure les Peuls de la gestion politique du pays. Pour illustration, je vais vous donner une conférence de presse qui vient d'être organisée par le général Fassini Touré, qui est un point d'appui important du président de la République en Basse-Guinée, qui était le directeur de campagne de FET. Il vient d'organiser une conférence de presse au cours de laquelle il a indiqué que ce n'est pas acceptable qu'un ressortissant de la communauté Peul soit président de la République. Pourquoi? Selon lui, les Peuls détiennent l'économie et qu'ils ne peuvent pas donc prétendre à la gestion du pays, au pouvoir politique. Et qu'il faut laisser les autres partager le pouvoir politique, eux, ils n'ont qu'à s'occuper d'économie. C'est une déclaration faite lors d'une conférence de presse. Et quelle a été la réaction de la communauté Peul, justement? Bon, écoutez-moi, les gens sont indignés. Nous sommes dans une société, nous pensions être dans une société démocratique. L'élection présidentielle, c'est un citoyen guinéen, jouissant de ses droits, qui veut diriger le pays. Je pense que les ressortissants de toutes les communautés sont des citoyens guinéens. Et on n'élit pas une tribu, on n'élit pas une communauté. On élit un homme sur la base d'une vision, sur la base d'un programme. Nous, à l'UFDC, c'est notre conception. On a combattu toute cette tribalisation de la vie politique à laquelle s'étaient livrés justement les gens de l'Arc-en-Ciel pendant entre les deux tours. Si l'on met en regard deux déclarations récentes, oui. La première du président Alpha Condé, je le cite, dans un entretien accordé à Jeune Afrique. Qui a mené une campagne ethnique? Qui a dit c'est le tour des Peuls? Oui. Je mets cette déclaration en regard avec une de vos déclarations récentes, un de vos propos. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui méprise ma communauté. Alors la question qui me vient à l'esprit, très simplement, vous avez été le Premier ministre de Lansana Conté, oui. Le défunt président. Pourriez-vous un jour, notamment après législatif par exemple, être celui d'Alpha Condé, et si oui, à quelles conditions? Écoutez, d'abord, il faut qu'on m'attribue des propos que je n'ai jamais tenus. Ça fait partie de la campagne qu'on a menée contre moi. Vous vous souviendrez de l'affaire d'empoisonnement bidon que les gens de l'Arc-en-Ciel ont inventé pour dire que les militants du RPG ont fait l'objet d'empoisonnement à l'esplanade du Palais du Peuple. Jamais cet empoisonnement n'a été prouvé, mais c'est qu'on a dit qu'il y a un empoisonnement et on a identifié le coupable, la communauté Peul. Ça, j'avais à l'époque demandé aux autorités de la transition de mener des enquêtes, d'établir le bien fondé de cette accusation et d'identifier les coupables afin qu'ils soient punis si jamais il y a eu un empoisonnement. Parce qu'on ne peut pas laisser des rumeurs comme ça circuler, parce qu'on sait que cette rumeur a déclenché simultanément des violences en Haute-Guinée, notamment à Sigiri et à Koursa, où on a chassé tous les ressortissants de la communauté Peul de la région avant les élections. On ne peut pas, mais l'État n'avait pas réagi. Malgré, j'avais dénoncé la complicité de certaines autorités, face à ça, qui ont refusé d'apporter l'assistance nécessaire aux citoyens qui étaient menacés en raison de leur appartenance ethnique. On a dénoncé ça. Je dis, je ne me fais pas de la politique pour être ministre, Premier ministre
de quelqu'un, je veux qu'une bonne politique soit menée dans l'intérêt de l'unité de la nation et du développement de la Guinée. Je veux que l'égalité des citoyens soit garantie, que la dignité de tous les citoyens guinéens soit respectée. Si telle est la politique d'un gouvernement, mon parti peut s'associer à la gestion du pays sur la base d'un certain nombre de valeurs et de principes auxquels je souscris. Hassan Diop. Voilà, et effectivement, objectivement, on ne voit pas l'intérêt qu'aurait la communauté Peul, après en tout cas la présidentielle, de crier au loup et de s'exposer effectivement sans doute à des brimades que cette communauté ne chercherait pas. Vous avez aussi dit que finalement le seul intérêt qui compte, M. Cellou Dalein Diallo, c'est l'intérêt de la Guinée. Ce sont des propos très rares chez un homme politique africain que de se préoccuper que de l'intérêt public. Alors, il y a un autre problème qui a été soulevé récemment, c'est l'impunité en Guinée-Conakry. Le rapport de Human Rights Watch paru cette semaine n'épargne aucune période, y compris d'ailleurs lorsque vous étiez aux affaires. Alors, qu'est-ce qui peut... C'est d'ailleurs qu'il y a une commission vérité. Voilà, il y a une commission vérité et réconciliation qui, je crois, a été appelée de ses voeux par le président Condé. Et d'ores et déjà, les critiques fusent également sur sa façon de gérer la justice. Alors, est-ce que vous craignez que justement cette culture de l'impunité perdure, ou est-ce que vous avez espoir, effectivement, avec le retour d'un pouvoir élu, que les choses changent? Bon, écoutez, je dois dire que parmi les priorités qu'on avait tous déclinées, il y avait l'état de droit. Et il fallait mettre un terme à l'impunité. Il fallait mettre en place une justice indépendante, solide, crédible, qui devait être au service des entreprises, des investisseurs, mais surtout des citoyens, qui puisse constituer un recours sûr. J'ai été surpris de constater que cette justice-là était aux ordres. Lorsqu'on a arrêté mes gens, les 70 personnes dont je vous ai parlé, vraiment il n'y avait pas de grief. Ils ont été condamnés. Les gens sont venus avec les instructions. Il n'y a pratiquement pas eu de débat. Les avocats de ces prévenus ont essayé de défendre. Ils disent non, il faut que les condamne. Prenez le cas des militaires. Il y a 3 militaires qui faisaient partie d'un groupe affectés à ma protection par note de services de sécurité et de défense, qui n'ont jamais été rappelés. Lorsque moi j'ai quitté la Guinée, ils sont restés pratiquement à la maison pour assurer la sécurité. Ni verbalement, ni par écrit. Ce jour-là, ils étaient à l'aéroport. Mais ma sécurité personnelle, civile, était également. Les 2 groupes, chaque groupe était dans une pick-up. Le gouverneur était là à 10 heures, procédait à l'arrestation de tous les responsables du parti et tous les militants qui arrivaient. Avant que je ne quitte Dakar, on avait déjà arrêté les 70 personnes. Ces militaires qui étaient en mission, ils ont été condamnés à 2 ans de prison ferme sans aucun motif. Ils ont produit la note par laquelle ils étaient affectés à ma protection, et on n'a jamais retrouvé une note qui les a rappelés à leur base, et ils n'ont même pas jamais reçu un coup de téléphone pour leur dire de venir là. Le président Condé et son Premier ministre invoquent volontiers le droit d'inventaire, en insistant sur les travers et les turpitudes passées. Vous avez au fond servi loyalement, vous qui vous faites aujourd'hui le chantre de la démocratie, un autocrate, dans des fonctions ministérielles, dans des fonctions éminentes des institutions d'État, au poste de Premier ministre. Quel regard rétrospectif portez-vous sur cette période, et est-ce qu'au fond, vous n'avez pas, là encore, pardon d'y revenir, un certain regret? Non, écoutez, j'ai appartenu au gouvernement pendant une dizaine d'années. J'étais responsable de secteurs précis. J'ai un bilan dont je suis très fier dans ces pays. Et les Guinéens me le reconnus. Lorsque j'ai décidé de faire de la politique, en 2 ans, j'ai pu réaliser l'exploit que vous avez vu au point de 44% des Guinéens. Et dans toutes les régions, j'avais des suffrages. J'ai essayé d'accomplir ma mission avec le maximum d'efficacité que je pouvais, avec le maximum de rigueur vis-à-vis de moi-même et pour moi-même, et par rapport inculquer la même rigueur à mes collaborateurs. Vous êtes quand même comptable du bilan du régime de Lansana Conté. Oui, attendez, je viens. Lansana, oui, je suis comptable des secteurs dans lesquels j'étais responsable. Parce que j'étais ministère technique pendant 9 ans. J'ai été Premier ministre pendant 1 an.
Pendant les 9 ans, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. J'ai fait beaucoup de choses pour la Guinée. On peut faire l'inventaire. Les choses sont là. On a critiqué. J'ai fait des routes, j'ai fait des ponts. J'ai essayé d'améliorer les télécommunications autant que je pouvais. J'ai fait venir SGM, j'ai fait venir Internet. À l'époque, c'était pas aussi répandu. Bon, c'est toujours venu, mais j'ai pris des initiatives très rapidement pour bénéficier, par exemple, de l'initiative Leland, qui voulait donner Internet à des pays africains. Et j'ai pu, grâce à la crédibilité que je m'étais faite aussi auprès de certains bailleurs de fonds dont je connaissais les dirigeants et qui appréciaient ma manière de gérer, j'ai pu obtenir des financements non négligeables pour exécuter des projets et qui sont là. Vous avez l'autoroute de Conakry, vous avez le pont sur la Fatala, vous avez la route Kouroussa, Kankan, vous avez la route Kankan-Kourémalé, vous avez la route Sérédou-Zérékoré-Lola, vous avez beaucoup d'autres projets qui sont là. La primature, elle, est éminemment politique. Lorsque je suis venu à la primature, il y avait une forte tension. Il y avait une crise profonde. La coopération financière était suspendue avec tous les bailleurs de fonds. Pour certains, en raison du déficit démocratique des droits de l'homme, c'était l'Union européenne. Pour d'autres, en raison des arriérés accumulés au niveau de la dette extérieure. Pour d'autres, en raison de la mauvaise gouvernance économique. J'ai élaboré un programme de stabilisation que j'ai essayé de vendre aux bailleurs de fonds, qui ont décidé tous de le soutenir. Je suis venu à Paris, je suis allé à Washington et j'ai présenté ce programme de stabilisation. Tout le monde l'a accepté comme programme de référence, notamment par le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Le président Wolfelson, qui était à l'époque président de la banque, et qui m'a reçu, qui m'a dit qu'il soutient ce programme. Le Fonds monétaire, la même chose, et on a commencé à le mettre en œuvre. 2005. J'ai ramené le déficit budgétaire à 0,8% de PIB grâce à une rigueur que j'avais réussi. J'ai mis fin au marché de gré à gré. J'ai arrêté les exonérations ad hoc. Ça m'a valu vraiment l'opposition. Voilà, bref. Oui. Peut-être Franck Salah, un mot. Non, mais j'écoutais votre bilan et je pensais à celui d'Alpha Condé ces derniers jours. Vous avez eu la dent très dure contre lui pour ses attaques, les attaques à vos partisans et à vous-même. Mais il faut quand même reconnaître qu'il a lancé un audit, que la Cour des comptes a lancé un audit. Et puis des réformes, notamment dans le secteur minier. Le ministère des Finances gère maintenant les caisses, elles ne sont pas dispersées un peu partout. Il essaie de lutter contre le change sauvage. Donc sur le plan de la corruption et de la meilleure gestion des finances, il mène quand même des actions. Est-ce que au moins vous lui concédez cela? Écoutez, d'abord, je ne peux pas faire, c'est trop tôt pour faire le bilan d'Alpha Condé. Ça fait 6 mois quand même. Attendez, ce qu'on peut faire, un bilan à mi-parcours. Attendez, c'est d'évaluer la qualité et la portée des actes qu'il est en train de prendre. À certains égards, c'est sûr qu'il y a des bons actes, mais à d'autres, il faut déplorer. Par rapport aux libertés, par rapport aux démocraties, parce que je suis un homme politique. Il y a un recul des libertés depuis l'arrivée d'Alpha Condé. Bien sûr, il y a un recul des libertés. Moi, je suis une des victimes de cela. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on a fait un communiqué, on n'est pas resté longtemps pour dire que toute manifestation politique est interdite. Alors, je ne sais pas. Dans le domaine économique, Maintenant, sur le plan économique, oui. C'est sûr qu'on a dit que les comptes, ce n'est pas la première fois que les décisions ont été prises de centraliser tous les comptes de l'État à un seul compte à la Banque centrale. On a eu à le faire pendant plusieurs années. Mais après, compte tenu du laxisme né avec la transition, les choses sont éparpillées. Mais il y a eu des moments où on a dit que tous les comptes du Trésor public et les sous-comptes doivent être gérés à la Banque centrale. Par contre, les comptes des entreprises publiques, qui sont des entités autonomes, qui sont des établissements dans des secteurs marchands, on n'est pas obligé habituellement de les mettre dans... Si on veut les surveiller, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale d'avoir des comptes du secteur commercial. Et quelle appréciation vous avez de la réforme de la fonction publique? De la réforme, il n'y a pas encore de réforme. Elle est en cours, parce qu'on parle d'un nettoyage de la fonction publique. Oui, mais c'est une bonne chose. On avait fait l'audit des comptes, on a constaté qu'il y a plein de fictifs, il y avait de ça et ça. À chaque fois, on a pu identifier des fictifs, on a pu les rayer de la fonction publique. Je pense que c'est une opération qu'il convient de répéter tout le temps. S'ils le font, c'est une excellente chose. Pareil pour l'armée, qui est pléthorique. Non, la restriction de l'armée est une excellente chose. Je pense que c'est un projet, c'est un programme qui existait déjà. On avait fait appel à une expertise étrangère pour évaluer la situation. Le général Lamine Cissé et d'autres sur financement des Nations Unies. Il fallait d'abord savoir de quelle armée on dispose, quel effectif.
quel niveau et de quelle armée on a besoin, et essayer de passer de la situation, comme on dit, sans le projet, aux situations après le projet. Bon, ça, je pense qu'il y avait déjà une étude qui est menée et qui a identifié les actions à Vincent Hugeux, un dernier mot pour conclure. Rapidement, j'aimerais voir le regard que vous portez sur un sujet hautement controversé qui est le retrait de la concession du port de Conakry à Necotrans-Jetma au profit de Bolloré. Est-ce que vous en faites une lecture strictement politique? En quelques mots. Monsieur, j'ai trouvé que la méthode n'était pas... Je pense personnellement que le président Alpha a voulu récompenser un ami et qu'il a dessaisi une entreprise d'un marché qu'il a eu à l'issue d'un appel d'offres qui a été correctement géré. Ce sera le mot de la fin. Merci à Assane Diop de Radio France Internationale, à Vincent Hugeux de l'Express, à Franck Salin d'Afrique.com et à vous, Cellou Alain Diallo, ancien Premier ministre et leader de l'opposition guinéenne. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Au revoir et à la semaine prochaine.